Maintenant, on va vraiment rentrer dans le dur et on va rentrer véritablement dans le bourbier. Le but, si vous voulez, c'est de transformer la ville de Gaza en free kill zone. Plus il y aura de victimes gazaouis, plus ce sera difficile de préserver à minima l'opinion internationale du côté d'Israël. Si Israël veut être en mesure de poursuivre sa guerre jusqu'au bout, Oui. il doit faire extrêmement attention à préserver cette légitimité. Nous sommes aussi, nous, Occident, tombés dans le piège tendu par le Hamas. Bonjour, Général Vincent Desportes. Bonjour. Merci d'être ici, ancien directeur de l'école de guerre. C'est une annonce importante qu'ont fait les Israéliens hier et ce matin, cet encerclement de la ville de Gaza. Bien sûr, c'est une annonce importante puisque c'est le début d'une manœuvre importante qui va être la réduction du Hamas, dont une grande partie se trouve dans la ville même de Gaza, Gaza City. Bien sûr, Mais qui est au nord de la bande de Gaza. Exactement. Mais en même temps, c'est le début de ce qui va être difficile. Là, ils vont rentrer dans le dur. C'est-à-dire qu'il y a eu des combats pour arriver à aller jusqu'à la mer en particulier. On va vraiment rentrer dans le dur et on va rentrer véritablement dans le bourbier et puis dans la multiplication des victimes des deux côtés. Alors ça, l'armée israélienne est entrée par le nord, puis par le centre, d'une certaine manière, de la bande de Gaza, pour prendre la ville en tenaille. Mais alors, je viens d'écouter Netanyahou, ce qu'il vient nous dire, qui demande aux civils de fuir vers le sud. Mais c'est impossible, puisque au sud, l'armée israélienne verrouille le passage. Bon, alors je ne sais pas, j'imagine qu'il laisserait du passage, des passages pour les Gazaouis, mais on voit bien le but. Le but, si vous voulez, c'est de transformer la ville de Gaza en free kill zone, c'est-à-dire où tout être vivant qui n'est pas israélien est un adversaire et un ennemi que l'on peut abattre. On voit bien la manœuvre. Évidemment, Israël sait bien que plus il y aura de victimes gazaouis, victimes de cet affrontement, plus ce sera difficile de préserver à minima l'opinion internationale du côté d'Israël. Alors justement, est-ce que Israël prend suffisamment de précautions pour ne pas tuer des innocents? Parce que j'imagine que tous ces civils, ça freine considérablement l'avancée et le travail de l'armée israélienne. Est-ce qu'ils font suffisamment attention? Oui, est-ce qu'ils prennent toutes les précautions? C'est vrai que c'est ce qui leur est reproché, de bombarder par exemple des hôpitaux, de bombarder la ville sans cibler précisément le Hamas. Et on voit bien que c'est une grande difficulté. Et moi, je pense qu'il y a une faute stratégique. Par exemple, le bombardement du camp de Djala, j'oublie toujours, mais la grande frappe qui a eu lieu avant-hier, où pour tuer quelques terroristes, on a sûrement tué des dizaines et des dizaines de Gazaouis. Moi, ça me paraît extrêmement dangereux. Qu'est-ce qui se joue dans cette affaire-là? C'est la légitimité de l'opération israélienne. Oui, et du combat israélien après l'attaque du Hamas. Oui, la légitimité du combat. Tout le monde pensait le 7 octobre que l'attaque de Israël était parfaitement légitime. Bien sûr. Et là, elle est en train de perdre cette légitimité. Mais vous savez, il faut bien comprendre comment ça se passe. Il y a le droit d'aller à la guerre, le jus ad bellum, et le jus in bello, le droit dans la guerre. Heureusement, il y a une morale de la violence. Heureusement, il y a une éthique de la violence. Il y a une violence qui est légitime et une violence qui n'est pas légitime. Et au fond, la légitimité de la guerre se joue en permanence. Elle ne se joue pas au début, la légitimité est donnée, et ensuite c'est la façon dont on conduit la guerre qui va accroître ou diminuer cette légitimité. Et aussi, c'est important, ce que la guerre va produire elle-même. Et donc, il y a toujours un aller-retour ou une interaction entre la façon de conduire la guerre et la légitimité de la guerre. C'est bien pour ça qu'Israël doit faire extrêmement attention. Le capital de sympathie qui lui est a priori accordé par une partie du monde, suffisamment pas assez grande... Après le 7 octobre mais même avant le 7 octobre, si vous voulez. Et justement, le capital était gigantesque après le 7 octobre. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'opinion internationale se retourner assez rapidement sous des manœuvres de communication assez à droite du Hamas. Et donc, si Israël veut être en mesure de poursuivre sa guerre jusqu'au bout, il doit faire extrêmement attention à préserver cette légitimité et en particulier à éviter au maximum les victimes civiles et d'autre part à envisager la sortie de guerre. Le drame de cette guerre, c'est que le coup d'après ne semble pas avoir été pensé. Or, la guerre ne vaut que parce qu'elle produit à la fin. Général Vincent Desportes, je sais que c'est une situation quasi impossible, mais si la France adoptait la même stratégie, est-ce qu'elle ferait attention? Est-ce qu'il y aurait
des freins, des barrières pour ne pas tuer autant de civils? Est-ce qu'on travaillerait différemment? Est-ce qu'en France et en Israël, le traitement des civils serait le même? Alors, il faut bien comprendre que Évidemment, la France n'a pas ce cas. Non, mais la France n'a pas ce cas, si vous voulez. Oui. Et puis, les choses sont aussi assez différentes. Comment répondrait-on si nous avions été attaqués en notre cœur et de manière barbare, comme l'a été Israël? C'est assez difficile de se prononcer. Et on comprend bien qu'on a un désir de vengeance, tout simplement, du côté d'Israël. Mais ce qu'on sait, c'est que la loi du talion ne peut pas être une stratégie. Est-ce qu'en France, il y aurait des freins? Est-ce que le Parlement, est-ce que le chef de l'État pourrait travailler différemment et ne pas cibler comme ça des villes où il y a des milliers de civils? Évidemment, il y aurait des freins. Nous sommes très accrochés au droit international, au droit de la guerre, etc. Ces freins n'existent pas en Israël. Mais ces freins n'existent pas. Si, ils existent. Oui. Mais visiblement, ils sont assez largement dépassés. Parce que, et c'est là où, si vous voulez, il y a une grave difficulté. C'est que là-dedans, il y a une intrication d'intérêt personnel et d'intérêt général. C'est-à-dire que le Premier ministre Netanyahou a un intérêt personnel dans cette guerre. C'est qu'il a besoin de se racheter de l'échec total du 7 octobre, échec des renseignements et échec militaire. Et d'autre part, comme vous le savez, il a un certain nombre d'inculpations judiciaires sur les épaules et il a besoin d'une bonne guerre. Donc, il doit faire cette guerre et probablement, ça empêche l'armée israélienne de respecter le droit de la guerre au mieux. Mais je dirais que ce n'est pas un problème de droit, c'est un problème de légitimité. Oui, c'est ce que vous m'expliquez si tout à l'heure. l'opinion publique reconnaît la légitimité, alors elle est acquise. Mais le problème, c'est que plus les victimes civiles se multiplieront, plus cette légitimité va se dégrader. Et c'est pour ça que cette affaire-là est un piège. Elle est un piège pour Israël, Israël savait que ça allait rentrer dans un piège. Mais c'est aussi un piège pour nous. Parce que nous, bien sûr, nous soutenons Israël. Et c'est bien sûr, nous soutenons Israël. Mais nous n'avons pas les manettes. Nous n'avons pas les manettes. Et donc, quelque part, si un certain nombre de choses qui pourraient être qualifiées par la suite de crimes, de bavures graves, etc., eh bien, nous en serons aussi tenus pour responsables. C'est pour ça que nous sommes aussi, nous, Occident, tombés dans le piège tendu par le Hamas. Est-ce que vous attendiez à cette stratégie? Alors, on nous prédisait, les spécialistes prédisaient une attaque au sol assez violente, imminente, moins d'une semaine après les attentats du 7 octobre. C'est finalement plus diffus, non? Moi, je pense, si vous voulez, que d'abord, il y a eu un certain nombre de pressions utiles, internationales, de la part des États-Unis, de la part de la France, en disant à M. Netanyahou, regardez quand même s'il n'y a pas une autre solution. On vous reconnaît le droit de vous défendre, même vous avez même un devoir. Mais en même temps, regardez, parce que vous allez aller dans un piège. Et donc, je pense que le Premier ministre Netanyahou, dont on sait qu'il n'est pas un va-t-en-guerre fondamentalement, a hésité. On sait qu'on a eu une tension forte entre Tsahal, l'armée, qui voulait y aller tout de suite, et Netanyahou qui, visiblement, a un peu procrastiné. Et donc, voilà, ensuite, la guerre, elle se conduit comme elle doit être conduite. Elle ne peut pas être un débarquement comme l'opération Overlord, le 6 juin 1944. On voit bien, on est dans un piège moral, on est dans un piège humanitaire, et on est dans un piège tactique, avec l'affaire des tunnels. Le Hamas a encore l'avantage de la surprise, parce que pouvant ressortir derrière les lignes de Tsahal, le Hamas est tout à fait en possibilité d'aller attaquer, d'aller frapper, etc. Et donc, cette opération, elle se fait pas à pas en essayant de sécuriser. Alors moi, je n'ai pas eu à réfléchir à cette opération, mais ça me semble, d'un point de vue tactique, conforme à ce qu'on pouvait en attendre. Que veut faire précisément l'armée israélienne? Parce que on aimerait qu'il puisse définir des objectifs plus clairs. Détruire le Hamas, d'accord, mais c'est assez flou. Là, dans les jours qui viennent, la ville de Gaza est encerclée. Que veulent-ils faire précisément? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'ils doivent le dire? Ils l'ont dit très clairement. Le Premier ministre Netanyahou l'a dit très clairement. Nous voulons détruire le Hamas. D'accord, mais ça passe par quoi? Est-ce qu'on doit tuer un certain nombre d'hommes? On doit capturer le chef? On doit détruire tant de tunnels? Vous voyez, détruire le Hamas, c'est tuer
les 25 000 membres du Hamas qui sont aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire. Et casser évidemment toutes les infrastructures militaires, les réserves, et tuer les terroristes. Ça veut dire ça concrètement. Et c'est ça l'objectif. Alors, tout le monde reconnaît la légitimité de cet objectif. Mais le problème, je le répète encore une fois, c'est que la violence pure ne produit que la violence. Et le problème, c'est que cette manœuvre-là risque de créer des conditions politiques qui rendront encore plus compliqué l'établissement d'un système qui pourra produire la paix par la suite. Je rappelle, et c'est fondamental, que le but de la guerre, c'est de produire un état de paix meilleur que le précédent. Le précédent n'était pas très bon parce qu'il a produit la guerre. On a vu ce qu'il s'est passé. Exactement. Je voulais aussi vous interroger sur la présence du porte-hélicoptère Tonnerre au large de Gaza. Mais avant ça, on écoute le ministre Sébastien Lecornu. Le Tonnerre était en opération dans la région. Il a été dérouté pour se rendre au plus près de la côte libanaise. Il est à peu près à 1 heure d'hélicoptère d'ici. C'est un plot, si vous voulez. C'est un gros bâtiment qui va faire un plot avancé en matière de logistique. Derrière, on a un deuxième porte-hélicoptère qui s'appelle le Dixmude, qui lui est en train d'être équipé pour être transformé en quelque sorte en bateau hospitalier. Pourquoi a-t-on envoyé là-bas ce porte-hélicoptère précisément? On l'a envoyé parce qu'on a envoyé le plus rapidement possible des moyens militaires, puisque très rapidement mobilisables, capables d'apporter une aide aux populations civiles, parce que le devoir ou le droit international impose d'aider les populations Alors ça, civiles. c'est ce qui a été dit, c'est ce que vous me dites, sauf que j'apprends ce matin, 60 lits à bord, vides, et qu'en plus, il ne peut y avoir à l'intérieur que 2 blessés graves et 2 blessés très graves. À quoi sert ce porte-hélicoptère pour les populations gazaouis? Eh bien, ça, c'est une petite pierre si chacun faisait la même chose. Et je rappelle que l'idée générale de la France, c'est d'être nation cadre, c'est-à-dire de pouvoir accueillir d'autres moyens dont ce porte-hélicoptère serait le cœur. Et ça me paraît une opération intelligente. Si les autres pays qui disposent de moyens semblables pouvaient amener en Méditerranée orientale des moyens capables d'aider la population, eh bien ce serait bien. Et donc que la France fasse le premier geste, moi ça me paraît parfaitement bien. Comprenez les Français qui ce matin allument la radio comme moi et qui entendent ça, 2 blessés graves, 2 blessés très graves potentiellement accueillis à bord de ce porte-hélicoptère qui est vide pour l'instant. Ça paraît très particulier quand même. Écoutez, demandez aux Français pourquoi ils n'ont pas offert à la défense de la France, non pas un porte-hélicoptère, mais 10 porte-hélicoptères. Auquel cas, on aurait pu avoir plus de moyens. On ne peut pas découvrir, parce qu'on le sait depuis longtemps, à l'occasion de cette affaire-là, que l'armée française a vu ses moyens se dégrader depuis 25 ans. Que la France, vous me dites, c'est pas assez. Bien sûr, c'est pas assez. On peut dire aussi, c'est quand même très bien que la France le fasse. Il n'y a pas beaucoup de pays qui le font. Et là, on est bien... Alors, d'accord... Vous me dites que la France doit être une nation cadre, entraîner derrière elle d'autres nations pour faire la même chose. Est-ce que c'est le cas? Eh bien, écoutez, pourquoi les autres ne le font pas? C'est bien que quelqu'un montre l'exemple. On ne pourra pas dire que la France n'a rien fait. Et la France fait les deux. La France soutient Israël, bien sûr. Et elle a raison. Mais en même temps, elle fait attention et elle apporte son secours aux populations qui vont s'ouvrir de cette opération. Et je crois que c'est absolument indispensable. Oui, mais vous voyez, ça ressemble plus à de la communication qu'à une vraie action sur le terrain pour aider les populations gazaouis, d'une certaine manière. Écoutez, on peut dire n'importe quoi. On peut dire, je ne dis pas que vous dites n'importe quoi. Vous avez le droit de le dire. Non, mais vous dites, ok, c'est de la com. C'est pas de la com, c'est quelque chose. Alors vous pouvez dire, ça n'est pas assez. Oui, ça n'est pas assez, mais c'est déjà bien. Il faut peut-être mieux envoyer les moyens dont on dispose. Je vous rappelle qu'on a envoyé aussi des avions qui ont apporté... Alors un autre porte-hélicoptère va arriver, le Dixmude. Alors il y aura apparemment plus de lits cette fois. Bon, voilà. Alors, vous comprenez bien que ces bateaux ne sont pas fondamentalement des navires hôpital. Et que donc, il faut les transformer. Et que là, on envoyait le plus rapidement possible un bateau avec ce qu'il avait. Maintenant, l'autre prend un peu plus de temps. Il va arriver avec un peu plus de moyens. Et donc, vous voyez que ce n'est pas de la communication. On investit... J'ai oublié combien il y en avait de porte-hélicoptères dans la marine, mais c'est peut-être 4 ou 5. Donc, c'est vraiment très peu. C'est restreint. C'est très restreint. Donc, la France fait ce qu'elle peut. Eh bien, ce serait pas mal si tous les pays européens faisaient ce qu'ils veulent. Ça n'est pas de la communication. C'est dire... OK, nous, on respecte le droit de la guerre, nous soutenons Israël, et en même temps, autant que nous pouvons, mais nous pouvons peu, parce que notre marine est là, c'est sous-dimensionné, nous envoyons ce que nous pouvons envoyer, et nous envoyons des avions chargés d'apporter de l'aide. Alors on peut dire, c'est pas assez. Moi, honnêtement, en tant que citoyen, je dis, bravo la France, vous faites au moins quelque chose. La dernière actualité autour du conflit
que je voulais aborder aujourd'hui avec vous, Général Vincent Desportes, c'est le Hezbollah. On part au nord, au Liban. Le Hezbollah est-il aujourd'hui en guerre avec Israël? Alors, je vous propose qu'on écoute Hassan Nasrallah, qui est le leader du Hezbollah. Il a tenu une conférence de presse cet après-midi. Il n'est pas très clair. اليوم ما يجري في غزة ليس حربا كبقية الحروب السابقة وليس حادثا كبقية الحوادث ليست معركة كبقية المعارك هي معركة فاصلة حاسمة تاريخية ما بعدها ليس كما قبلها على الإطلاق. Et il conclut une guerre totale et réaliste. Mais ça veut dire quoi? On attendait de savoir si le Hezbollah entrait en guerre contre Israël au soutien du Hamas ou non. Et au final, vous savez me dire si le Hezbollah est en guerre ou pas? Enfin, ceux qui attendaient de ce discours une déclaration de guerre n'avaient rien compris à ce qui allait se passer. Parce qu'évidemment, ce monsieur aurait déclaré la guerre, 2 minutes après, il était mort recevant des fusées d'Israël. Donc on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il déclare la guerre. Qu'est-ce que c'est son jeu? Qu'est-ce que c'est sa difficulté? Eh bien, c'est qu'il est obligé de jouer l'équilibriste. Pourquoi? Le Hezbollah, aujourd'hui, jouit d'une rente de situation tout à fait intéressante, une armée importante, bien équipée, qui dirige... Combien d'hommes? C'est pas très clair, mais entre 50 et 100 000 hommes? Entre 50 et 100 000 hommes, avec, on parle de 150 000 fusées capables de... Bon. Donc, c'est une masse militaire tout à fait considérable. Finalement, le Hezbollah, il n'est pas si mal que ça. Et puis, mais d'un autre côté... Qu'est-ce que c'est créé en 82, le Hezbollah, après la première guerre au Liban? La mission du Hezbollah, c'est de détruire Israël. Mais ce n'est pas l'intérêt des gens du Hezbollah actuellement. Et donc, il faut se tenir en équilibre. C'est pour ça qu'il professe des menaces, dit que c'est une guerre terrible. En même temps, il dit, au fond, je n'irai pas. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup à perdre. Qui a beaucoup à perdre aussi? C'est l'Iran. Parce que l'Iran, qui a nommé ce garçon à la tête du Hezbollah, n'ignore pas qu'il y a 2 groupes aéronavals américains en Méditerranée orientale. Et que s'il se mêlait directement de ce conflit, eh bien, ils en pâtiraient. Et le Hezbollah se souvient justement que pendant le conflit libanais, les armées américaines, et françaises aussi, sont intervenues pour détruire les terroristes. Donc, fondamentalement, ils n'ont pas véritablement envie d'y aller. Mais le discours qu'on a entendu en début d'après-midi est une bonne nouvelle. Parce que le risque... oui, vous trouvez? Oui, parce que le risque pour Israël, si vous voulez, ça aurait été justement... De mener 2 guerres, une au nord, une au sud? Plus celle de la Cisjordanie qui se serait enflammée, plus celle de Jérusalem qui se serait enflammée, etc. Et là, on aurait été dans un grave problème. On aurait été dans le problème de la surextension impériale d'Israël, qui probablement aurait eu de graves difficultés à faire face à l'ensemble de ces fronts. Donc, c'est important de se rappeler le problème des Américains en Irak, en Afghanistan. Pourquoi est-ce qu'ils ont perdu leur guerre? C'est parce qu'ils ont multiplié les fronts. Et l'idée de base, c'est d'arriver à se concentrer sur le front et sur la bataille qu'il est éventuellement possible de gagner. Donc oui, c'est une bonne nouvelle. L'Iran et le Hezbollah ne veulent pas rentrer directement dans cette guerre. Et oui, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Général Vincent Desportes. Merci d'être venu nous éclairer sur ce qu'il se passe en Israël, les actualités du jour au Proche-Orient.